Surtout quand moi, c'était plus qu'un métier, c'était ma vie. Enfin, j'avais 50 ans, 20 ans passés à écouter Gilbert me raconter le club ou à passer mes vacances au club, et puis 30 ans à y travailler. Serge, ça faisait combien de temps que tu travaillais sur ce livre? Une petite année, ça a pris 12 mois, deux étés. Sur la première partie, c'est un véritable hommage que tu rends au travail qu'a fait Gilbert. Je voulais remettre le job de Gilbert, ce qu'il a fait, sa vision dans la vérité, dans le cadre. Et je voulais raconter que cette épopée, débutée au départ avec Gérard Blitz, c'est Gilbert qui a fait le club. On découvre plein de choses que je savais pas du tout, cette histoire de surdité de Gilbert. Là, tu as un passage incroyable. On se retrouve un jour donc chez Jean-Claude Duvalier, le dictateur haïtien. Il nous reçoit très gentiment et à qui Gilbert dit quelques mots sur l'ouverture du village. Et après, Gilbert dit Monsieur le Président, Serge est là pour répondre à vos questions. Quoi. Et le gars bredouille quelques mots, mais bien, et je comprends rien. Et je me tourne vers Gilbert, mais je suis décomposé. Quoi. Et Gilbert me dit, le président te demande qu'est-ce que sont les activités du club d'Haïti. Donc je me dis, il y a du ski nautique, de la voile. Et rebelote, un espèce de borborisme incompréhensible. Donc Gilbert me redit, le président aimerait savoir comment vont se passer les soirées au club méditerranéen. Voilà. Et je suis sidéré parce que le gars est incompréhensible, Gilbert est assez sourd, et qu'il soit capable de me traduire. Et en fait, on sort, il dit, écoute, comment t'as fait? Il dit, bah, j'imagine, j'improvise. J'improvise sur ce qu'il peut te demander. Et puis ça a très bien marché. Ça paraît comme ça un peu artisanal, mais derrière, c'était incroyable. Il fallait prendre des participations parfois dans l'aéroport, il fallait recréer toute cette industrie du tourisme. Oui, parce que la politique du club à l'époque, c'est moi qui découvre les sites, c'est moi qui lance les stations. Voilà. Avec l'idée que Gilbert trouvait des sites et les GM nous suivaient. Les GM, c'est les gentils membres, les clients du club. On leur disait cette année, c'est Cap Skirring au Sénégal, ils allaient au Cap Skirring. Une année, on leur disait on ouvre en Côte d'Ivoire. Il y avait une espèce de confiance incroyable dans le génie de Gilbert, qui faisait qu'effectivement, c'est lui qui a lancé Agadir, Phuket, Marrakech, Cancun. Tout ça avec l'explosion de ce qu'a été le tourisme pendant ces quasiment 2-3 décennies, ça crée un patrimoine extraordinaire. Dans les années 90, le Club Med, c'était une entreprise globale à la conquête du monde et avec un patrimoine solide. Absolument. Le club était propriétaire de la moitié de ses implantations, qu'il achetait alors assez bon marché. Je prends l'exemple des Turks and Caicos, où on hésitait beaucoup à y aller. On avait déjà 3 villages dans les Bahamas, on hésitait. Bon, on nous fait visiter le site, les autorités locales sont là. Gilbert fait un grand numéro de tout ce qu'il a besoin pour faire un village du club, d'un aéroport pour poser les jumbo jets qui ne se poseront jamais là-bas, et ainsi de suite. Et il achète le terrain, je crois, pour 200 000 $. C'est vrai que les nouvelles générations, et je m'en rends compte quand je parle autour de moi, avec les jeunes, ne se rendent pas vraiment compte de l'état d'esprit du Club Med. Je crois effectivement, quand on parle aux jeunes, il y a beaucoup qui ne savent plus ce que c'est. Ça ne parle plus aux jeunes. Et donc, c'est vrai que c'est tellement différent. Et c'est incompréhensible quand on dit aux gens aujourd'hui que les équipes du club travaillaient 7 jours sur 7, 18 heures par jour pratiquement, qui ne prenaient pas de jour de congé, et que de temps en temps, il y a un géo qui disait à un chef du village, est-ce que je peux partir? Le chef du village donnait les clés de sa voiture, il dit, tiens, tire-toi 2-3 jours, tu reviens quand tu veux. Voilà, c'est un monde qui est tellement différent de celui d'aujourd'hui, où tout est normé, je fais tant d'heures, mes RTT, mes trucs, mes machins. Bon, là, voilà, à 3 heures du matin, il y avait l'arrivée des Italiens, à 3 heures du matin, la moitié des équipes étaient debout, et ça se finissait à 4 heures du matin pour aller bouffer un plat de spaghettis dans la maison du chef de village, quoi. Voilà, donc c'est des trucs qui paraissent, enfin quand je raconte ça aujourd'hui, personne ne peut le croire. Il n'y a que quelques anciens géos qui veulent bien croire que c'était un monde un peu à part, ça correspondait à une époque. Quand tu essaies de décrire quelle était un peu la recette du club, parce qu'au début tu racontes ça part de Gilbert qui est dans l'entreprise familiale de tente, de camping, Gérard Blitz qui est un peu un hippie avec sa femme, enfin tout ça, ça paraît complètement improbable quand on voit ce que c'est devenu. L'histoire du club, c'est une histoire d'hommes, ils viennent de la résistance, ils viennent d'Afrique du Nord, ils sont un peu décalés, voilà.
et ils se disent: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir aux autres?» C'est un peu ça, c'est une loi de 1901, donc complètement en dehors des schémas traditionnels du capitalisme d'aujourd'hui. Ça va le devenir dans 10 ou 15 ans 10 ou 15 ans après, avec l'entrée d'Edmond de Rothschild et l'entrée des banques. Mais au début, c'est une aventure humaine. Les gens ont souffert de la guerre, les gens ont été privés de tout, et l'idée de Gilbert, de Gérard et des gars qui ont fondé le club, c'est qu'il faut leur apporter un peu de bonheur. Mais de façon plus introspective, qu'est-ce qui a pu se développer pour te donner l'envie de rebondir derrière? Écoute, d'abord, c'est une grande leçon d'humilité, hein. Quand tu es président du club, tu es reçu partout comme un chef d'État. Tu sais pas ce que c'est qu'un douanier, qu'un policier, qu'un truc, qu'un machin. Tu as la voiture au bas de l'avion. Tu arrives dans les villages, tu es accueilli comme un héros. Enfin, voilà. Tu arrives dans les ministères, tu es accueilli comme le bienfaiteur universel. Voilà. Donc, quand tout ça s'arrête, c'est un peu violent. Surtout quand moi, c'était plus qu'un métier, c'était ma vie. Enfin, j'avais 50 ans, 20 ans passés à écouter Gilbert me raconter le club ou à passer mes vacances au club, et puis 30 ans à y travailler. Donc c'est une leçon un peu violente, ça permet en même temps de se remettre en cause. Et si tu veux, et je l'ai aussi essayé de le marquer dans le livre, la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, quand tu as un échec, puisque c'est un échec, tu es marqué au fer rouge, tu as été viré, tu es un nul. Bon. Aux États-Unis, et c'est ce qui m'a donné l'envie de repartir, mes copains américains m'ont dit: écoute, moi j'étais chez Coca-Cola, j'ai été viré, moi j'étais chez Procter, j'ai été dégagé et tout, voilà. Donc tu vas voir, ça va repartir, ils vont pas te rappeler, tu vas repartir et il faut. Et donc ça m'a donné l'envie de repartir, de redémarrer, de refaire quelque chose. Et puis j'ai eu la chance avec mes fils, Philippe Stark et compagnie, de monter le Mama Shelter. Dans Mama, est-ce que ce que tu retiens, c'est plutôt Mama ou l'aventure familiale avec tes fils? Écoute, c'est les deux en général. L'aventure familiale est au cœur de notre succès. Mes fils ont apporté toute la modernité au concept. Stark a apporté le génie créatif, Sanderins l'intelligence d'une restauration différente, Cyril Awizera d'autres, le site et d'autres idées un peu iconoclastes. Voilà, et c'est ce côté un peu pareil, un peu tribal, d'une tribu qui s'est recréée. Et qui a permis de créer le Mama et d'en faire un phénomène un peu atypique dans le paysage hôtelier d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi les projets pour Mama aujourd'hui? Parce que c'est devenu une vraie marque, au-delà de l'hôtel, de la restauration, de cette signature d'expérience que vous avez mis en place, aussi de toute l'équipe avec vos collaborateurs qui créent l'âme dans le lieu. Comment tu projettes maintenant sur les 10 années à venir? Il y a deux choses. D'abord, maintenant, Mama va être à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, à 100% propriété d'Accor, qui est en train donc de créer un pôle lifestyle, qui je pense, prend un pari intelligent, qui est de se dire qu'une grande partie de l'avenir de notre métier, ça va être dans le lifestyle, et qui regroupe tous ses intérêts, Mama Shelter, 25e heure. Le Accor classique est un peu décalé par rapport au Mama, alors que là, une équipe purement dédiée au lifestyle peut permettre et à nos équipes de s'épanouir et à nos clients de mieux comprendre. Donc ça, c'est plutôt bien en termes corporate. Et en termes de Mama, l'année prochaine, on devra en ouvrir 5 ou 6. On prendra sûrement un peu de retard à cause du Covid. On n'a jamais eu autant de demandes de faire des Mamas, et on négocie aujourd'hui pour en faire à Nice, à Tunis, et à Dallas, à Miami, et un peu partout dans le monde, puisque les investisseurs s'aperçoivent qu'on résiste plutôt mieux à la crise que les hôteliers classiques. Et donc, voilà, on en a 13 aujourd'hui, on en aura 20 à la fin de l'année prochaine. Et je pense qu'on peut en avoir 40 à une cinquantaine en 2025. Parce que tu as beaucoup de gens qui essayent de copier ce qui marche bien, et c'est plutôt flatteur. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas uniquement d'écrire à la craie sur le plafond pour être un Mama. Il y a quand même d'autres ressorts. On a un métier d'humain. Et aujourd'hui, embarquer ces équipes, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément dans un siège à des kilomètres. Enfin voilà, il faut arriver à créer du Il y a lien. beaucoup d'hôteliers, d'investisseurs qui pensent qu'il suffit de mettre un baby-foot, d'écrire 2-3 graffitis effectivement quelque part et de mettre un masque. D'ailleurs, tu as arrêté, tu voulais prendre des parts dans on aurait dû racheter des parts dans Bonzoni et compagnie. Voilà. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Je veux dire, c'est un côté factice. Nous, il y a de l'humain, il y a des hommes, des femmes de grands talents qui sont là, qui sont dédiés à te faire plaisir, à te recevoir, à essayer de comprendre. On a formé nos réceptionnistes par un gars qui avait travaillé longtemps au Plaza Athénée, qui leur apporte ce que c'est que d'être concierge d'un hôtel plus que réceptionniste. C'est quoi les bons restaurants et comment je fais pour trouver la bonne table quand le restaurant est plein, et quel est le bon moyen d'aller visiter tel musée, à quelle heure il faut y aller, et ainsi de suite. Donc on
on a essayé de mettre du vécu, du vrai dans le concept du mama, au-delà d'un très beau design. Alors là, on est dans une période qui est un peu compliquée, et on reçoit des emails de mamas qui disent: est-ce que vous voulez acheter le livre? Est-ce que vous voulez acheter les masques? Est-ce que ça va au-delà finalement du restaurant et de l'hôtel? Oui, on a recréé un espèce de lien avec nos clients. Moi, j'ai des clients qui nous répondent: «On est des fans du mama», quoi. Je discute avec des gens, voilà, c'est un peu comme ils étaient fans du club il y a 20 ou 30 ans, quoi, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la mission, elle va au-delà de la commodité? Il y a Mama Work, aussi, il y a tout un tas de choses. Est-ce qu'on peut décliner cet état d'esprit finalement à tous les métiers de l'accueil et de l'hospitalité? Certainement, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on fait. Moi, on vit une époque effroyable, ce Covid est un cauchemar absolu, on sent qu'on a du mal à en sortir, le vaccin va arriver, ça va mettre un peu de temps. Bon, moi, je reste un éternel optimiste. Je crois qu'on n'en peut plus de rester chez soi. Je crois qu'on n'en peut plus de faire la cuisine à la maison. Je crois que les entreprises ne peuvent pas se gérer uniquement par Zoom, mais ça va repartir. Voilà. Et donc, moi, le message qu'on se fixe au sein des équipes, c'est qu'il faut qu'on soit prêt. Ça sera fin janvier, ça sera début février, ou ce sera au printemps. Mais voilà, quand ça va. Et ça va partir très fort. Bon, on est plutôt assez d'accord avec ça. On voit que quand on laisse les gens reprendre leur vie, ils attendent que ça. Ils sont contents de le faire. Tu disais que le Mama était né avec la crise financière de 2007-2008. Là, on a une crise assez particulière. Elle n'est pas encore financière. J'espère qu'elle ne le sera pas forcément. Est-ce que vous avez des idées dans les cartons? On a quelques-unes. Vous Ouais. avez quelques-unes? Tu viendras nous en reparler, On va en parler avec plaisir. à l'occasion. Pour une autre émission. Merci beaucoup, Serge, pour cet échange. Et puis, j'espère à très vite avec plein de monde pour déguster, profiter un peu de Mama. Merci à toi, Vangelis. À bientôt. Merci. Merci.